Eklut helikon abathudendron hai, lacete dio cerebrum utugatres olenoi, molete sunomai mon hinapoi bon Le chant que vous venez d'entendre n'est pas le dernier tube à la mode en Grèce, mais un chant composé dans les années 128-127 avant Jésus-Christ et dédié aux dieux et déesses du sanctuaire de Delphes. Son interprète, Sylvain Perrault, nous en dit plus. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Je m'appelle Sylvain Perrault, je suis chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'UMR Archimède, archéologie et histoire ancienne Méditerranée, Europe, et mon domaine de spécialité est l'archéologie et l'histoire de la musique de la Grèce antique. J'effectue donc une recherche qui se centre sur les questions de musique et plus largement de son dans l'Antiquité. Le morceau que vous avez entendu est un extrait, une section d'une composition qui a été réalisée par un compositeur dont on connaît le nom, Athénaïos, fils d'Athénaïos d'Athènes, pour une corporation d'artistes qu'il a interprété à Delphes dans le cadre d'une grande procession. C'est ce qu'on appelle un péan, c'est-à-dire un chant qui était interprété par un groupe d'hommes, plutôt à destination du dieu Apollon qui règne en maître à Delphes puisque le sanctuaire lui est consacré. Alors le péant se trouve en fait inscrit sur les murs d'un bâtiment dont on a retrouvé un certain nombre de vestiges. Alors malheureusement, cet hymne, comme le second qui avait été gravé, sont partiellement conservés, puisque certaines pierres ont disparu. Mais donc ces pierres ont été retrouvées en 1893, lors des fouilles de Delphes menées par l'école française d'Athènes, et portent donc le texte grec, accompagné d'une notation musicale, que nous sommes aujourd'hui en mesure de déchiffrer, puisque nous avons également conservé dans l'Antiquité une quinzaine de traités techniques, et notamment un qui nous donne l'intégralité du système musical, ce qui permet de transposer le système qu'utilisaient les Grecs, le système de notation, dans notre propre système à nous. Alors il faut bien savoir que ce que j'ai interprété, ce n'est qu'un écho, un squelette mélodico-rythmique, les intervalles sont bien connus, le rythme l'est bien connu, mais en revanche, on ne notait pas tout dans l'Antiquité. Par exemple, la vitesse d'exécution, l'expressivité, les nuances. Et donc, on ne saurait prétendre ici avoir de la musique antique, mais un écho de cette musique de l'Antiquité. Le premier hymne delphique était joué en 1894 pour la première fois devant le public athénien, à la fin du mois de mars, et ensuite au mois d'avril devant le public parisien. Le morceau ayant été adapté par le grand compositeur Gabriel Fauré. Il est arrivé en tout cas aux oreilles de Pierre de Coubertin, puisque lors du grand congrès qu'il réunit à la Sorbonne le 16 juin 1894, autour de la possible renaissance des Jeux Olympiques, il a fait figurer au programme le premier hymne delphique, et il l'a donné en français dans l'harmonisation de Fauré, et selon ses mémoires, donc l'événement a été un tel succès que les délégués ont voté avec enthousiasme le renouveau des Jeux Olympiques. Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai élargi mes horizons à la question de ce qu'on appelle les paysages sonores, c'est-à-dire non seulement bien sûr la musique qui en fait évidemment partie, mais l'ensemble des sons qui existaient dans la société grecque, mais surtout la manière dont les Grecs les nommaient, les désignaient, se les représentaient et comment ils les produisaient également. Donc, quand on étudie les sons de l'Antiquité, il faut savoir oublier en quelque sorte son propre monde sonore, le monde sonore auquel on est habitué, puisqu'évidemment certains sons n'existaient pas. Je ne sais pas comment un Grec aurait réagi en entendant un moteur à explosion ou un avion à réaction. Donc il faut savoir se départir de ce à quoi on est habitué, pour aussi aller à la rencontre de sons que nous-mêmes nous ne connaissons pas, ou peut-être auxquels les Grecs prêtaient davantage attention que nous. L'environnement sonore était moins chargé, c'est certain, mais ça n'empêchait pas que les Grecs considéraient qu'il y avait également des sons qui relevaient de la nuisance sonore.
Et après, bien sûr, ce qui va changer aussi, c'est de l'interprétation qu'on fait de ces sons. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand nous entendons le tonnerre, on pense d'abord au phénomène météorologique, mais c'est vrai que les Grecs vont l'interpréter comme étant le signe de la présence divine, la présence de Zeus, ou un tremblement de terre sera le signe de la présence de Poséidon. Donc ces sons ont un arrière-plan culturel qui est différent du nôtre. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur les plateformes d'écoute.